Bonjour à tous, aujourd'hui sur Dock'n'Roll, on va s'intéresser aux agents doubles du système immunitaire, je veux parler des vaccins. Cette vidéo faisant appel à de nombreuses connaissances sur le système immunitaire, si vous voulez bien comprendre les notions abordées ici, je vous conseille de regarder la première partie de notre vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans les fiches et dans la description. La vaccination est considérée comme l'une des plus grandes avancées de la médecine dans la lutte contre les maladies infectieuses. Grâce à elle, nous avons pu éradiquer certaines maladies potentiellement mortelles de la surface du globe. Mais alors, les vaccins, comment ça marche ? Dans un premier temps, nous allons voir qui est le père de la vaccination et d'où vient ce nom, et je pense que vous allez être surpris. Puis nous verrons le mode de fonctionnement et les différents types de vaccins. Enfin, on terminera par les effets secondaires et les polémiques qui enflamment notre société actuelle. La vaccination se base sur le principe d'injecter l'agent pathogène dans le corps du patient. C'est ce que l'on appelle l'inoculation. La pratique de l'inoculation est ancienne, elle date au moins du XVIe siècle en Chine où l'on retrouve la trace de la variolisation, c'est-à-dire l'inoculation volontaire de la variole prélevée sur un sujet faiblement malade ou lui-même variolisé. En effet, à cette époque, on avait remarqué que les survivants de la variole ne la contractaient pas lors de l'épidémie suivante. Cette idée de traiter le mal par le mal fait alors son chemin. En pratique, on inoculait la substance issue du pus des vésicules de variole d'un patient malade à un autre non malade en espérant l'immuniser. Cependant, cette technique n'était pas sans danger car elle était associée à une mortalité non négligeable. Et comme la vaccination moderne, à son époque, ce procédé a été critiqué par certains. Le terme de vaccination proprement dit nous vient lui d'Angleterre. En 1796, Edward Jenner, scientifique et médecin anglais, inocule à un jeune garçon de 8 ans, James Phipps, du pus qu'il a prélevé sur la main de Sarah Nelsm, une treilleuse de vaches. Elle avait été fortuitement infectée par la vaccine qui est l'équivalent de la variole chez les bovins. Cette maladie n'était pas mortelle pour l'homme, mais sa présentation était similaire à celle de la variole, c'est-à-dire des vésicules pustuleuses sur la peau. Quelques mois après l'inoculation de la vaccine, il inocule la véritable variole au jeune garçon qui ne déclarera pas la maladie. Voilà comment a commencé la vaccination qui veut dire littéralement inoculer la vaccine et qui vient donc du latin vacca, la vache. Et Louis Pasteur dans tout ça ? Louis Pasteur va travailler dans les traces de Robert Koch qui a découvert la relation entre les microbes et les maladies infectieuses. Il va pouvoir alors identifier certains germes et travailler sur une méthode d'atténuation de leur virulence. Ses premiers essais seront sur un troupeau de moutons qu'il va immuniser contre l'anthrax en 1881, soit presque un siècle après Jenner. Chez l'homme, il développera le premier vaccin atténué contre la rage qu'il administrera pour la première fois le 6 juillet 1885 au jeune Joseph Meister, mordu par un chien enragé. On notera que contrairement à presque tous les vaccins, celui contre la rage s'injecte après le contact avec le virus puisque ce dernier se développe très lentement dans le système nerveux. Depuis le premier vaccin contre la variole en 1796, puis celui contre la rage en 1885, de nombreux autres vaccins ont été développés au fil des années. Le dernier en date est celui contre le virus Ebola en 2019 et actuellement nous attendons tous avec impatience le développement du vaccin contre le virus SARS-CoV-2. Aucun autre médicament au monde n'a permis comme la vaccination d'éradiquer complètement des maladies. En effet, grâce à une campagne massive de vaccination entreprise par l'OMS en 1958, la variole a été déclarée définitivement éradiquée de la planète le 17 mai 1980. On ne retrouve plus sa souche que dans des laboratoires sécurisés, les fameux laboratoires P4, dont 3 se situent en France. Si vous vous souvenez de la précédente vidéo, lors d'un premier contact avec un agent pathogène, le système immunitaire inné va communiquer avec les lymphocytes du système immunitaire adaptatif pour organiser une réponse plus ciblée et plus forte contre l'agent pathogène. In fine, les lymphocytes B vont pouvoir sécréter des anticorps neutralisants contre l'agent pathogène. Au début, ces anticorps seront de mauvaise qualité avec une faible affinité pour l'agent pathogène, puis ils vont améliorer cette caractéristique en une quinzaine de jours
pour être parfaitement neutralisant. Une fois l'infection résolue, le système adaptatif va garder via des lymphocytes mémoire de longue durée de vie la trace de l'agent pathogène afin de déployer plus rapidement et plus efficacement une réponse ciblée à la prochaine incursion de l'agent pathogène. La vaccination va donc agir comme un agent double en révélant à l'avance la tactique de l'ennemi afin d'anticiper sa façon de combattre et donc de le vaincre avant même de livrer bataille. On va donc inoculer au patient soit l'agent pathogène entier mais atténué, soit une partie de cet agent pathogène pour permettre au système immunitaire adaptatif de l'étudier et de s'organiser contre lui. Il va donc, après l'injection d'un vaccin, avoir recrutement du système immunitaire inné, puis du système adaptatif et enfin la constitution de lymphocytes mémoire, comme dans une infection classique, sauf que là, il n'y a que peu ou pas de symptômes de la maladie. Ainsi, à la prochaine incursion de l'agent pathogène, les lymphocytes mémoire vont directement identifier le problème et le neutraliser sans qu'il puisse se développer et provoquer la vraie maladie. On va pouvoir inoculer un agent pathogène par différentes voies. La voie orale, comme avec le vaccin contre le rotavirus, un germe qui donne des gastroentérites graves du nourrisson, ou par voie sous-cutanée ou intramusculaire, qui est la voie la plus répandue aujourd'hui. À côté de la voie d'inoculation, on va retrouver deux types de vaccins, les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Les vaccins vivants sont constitués d'agents pathogènes que l'on a rendus moins virulents par un processus d'inactivation en laboratoire. Ce procédé vise à rendre la souche moins active. Elle va donc pouvoir, dans le pire des cas, induire une infection à minima qui se caractérisera la plupart du temps par une fièvre de moins de 48 heures. Ces vaccins sont ceux qui offrent la protection la plus proche de celle qui va suivre la maladie naturelle, c'est-à-dire une réponse rapide et durable. Parmi les vaccins vivants atténués, on va retrouver les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole que l'on appelle le ROR, le vaccin contre la varicelle, le vaccin contre la tuberculose, le BCG ou encore le vaccin contre la fièvre jaune proposé aux voyageurs. Ce type de vaccination présente des contre-indications inhérentes au mode de fonctionnement des vaccins vivants atténués. Ces vaccins sont donc à proscrire chez les patients immunodéprimés et chez les femmes enceintes. Ces vaccins n'ont aucun potentiel infectant et donc ils vont pouvoir être utilisés largement sans contre-indication vis-à-vis de la fragilité immunitaire. Par contre, ils offrent une réponse moins forte que les vaccins vivants atténués et vont donc nécessiter la plupart du temps plusieurs injections et des rappels. On va pouvoir avoir parmi ces vaccins des vaccins à germes entiers, c'est-à-dire qu'on aura la totalité du germe mais sans aucun pouvoir pathogène. C'est le cas du vaccin contre l'hépatite A et la poliomyélite. On va pouvoir aussi avoir uniquement qu'une partie de l'agent pathogène, c'est ce que l'on va appeler les vaccins sous-unitaires. On aura alors dans le vaccin des fragments du germe comme dans la grippe saisonnière, des morceaux de capsule comme pour le pneumocoque ou des toxines détoxifiées pour le tétanos et la diphtérie. Parfois, on peut associer des adjuvants comme les sels d'aluminium qui vont venir booster la réponse immunitaire dans ces vaccins afin de les rendre plus efficaces et d'injecter moins de doses. La vaccination fait partie des pratiques médicales pour lesquelles nous avons près de 2 siècles de recul. Globalement, la tolérance vaccinale est excellente. On va retrouver fréquemment des douleurs au point d'injection, des sensations de fièvre, voire des vraies fièvres mais de courte durée. Ces symptômes sont une réaction à l'activation du système immunitaire plus que réellement des effets secondaires à proprement parler. Les effets indésirables graves sont surtout liés aux allergies qui peuvent survenir aux différents excipients qui vont composer la préparation vaccinale finale. En soi, le procédé de vaccination en lui-même ne présente aucun risque caché pour la santé. Par contre, il permet d'éviter la plupart du temps une maladie grave et potentiellement mortelle dont l'effet sur le corps est bien connu. Éviter la déclaration d'infection peut aussi avoir des effets intéressants sur les complications non infectieuses qui peuvent arriver avec certains agents pathogènes. C'est le principe de la vaccination contre le papillomavirus qui va surtout empêcher la survenue de cancer du col de l'utérus chez la femme. Récemment, des chercheurs australiens ont observé la survenue moins fréquente du diabète de type 1 chez des enfants ayant reçu la vaccination orale contre le rotavirus. Cette association pourrait être expliquée par l'inflammation du pancréas qu'induit le rotavirus lorsqu'il va infecter un individu, et donc augmenter le risque de faire des anticorps contre son propre pancréas. Ainsi, on pourrait diminuer l'apparition de cette maladie grâce à un vaccin. Les preuves sont encore loin d'être formelles car toutes les études sur le sujet ne sont pas unanimes, mais vous voyez ici que les vaccins peuvent avoir d'autres effets intéressants.
Depuis quelques années, nous faisons face à la résurgence d'une pensée complotiste. Celle-ci va être le lit d'une pensée anti-vaccinale dangereuse et faire de la France le premier pays au monde le plus défiant contre la vaccination, et ce bien loin devant nos voisins. La pensée anti-vaccinale est virale sur les réseaux sociaux et une façon de s'en vacciner, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube. Plus sérieusement, il faut toujours vérifier les sources avancées par ces pseudo-scientifiques et ces pseudo-experts, car ils vont à l'encontre de près de 2 siècles de lutte et de victoire contre les épidémies et les maladies infectieuses. Par exemple, la vaccination contre l'hépatite B ne donne pas la sclérose en plaques. Il est vrai que certaines études ont montré une association entre cette maladie et la vaccination contre l'hépatite B. Première chose, corrélation n'est pas causalité, on le verra dans une autre vidéo. Deuxième chose, ces études sont de faible qualité scientifique et de faible niveau de preuve. Et troisièmement, il y a énormément d'études de bien meilleure qualité qui ont montré l'inverse. Concernant l'aluminium dans les vaccins, celui-ci est utilisé depuis plusieurs dizaines d'années comme adjuvant, sans aucun problème sur la plupart des générations qui ont été vaccinées. Son intérêt est de réduire la quantité d'antigènes injectés et donc de limiter le nombre de doses. Les sels d'aluminium sont d'ailleurs présents dans plusieurs produits que nous utilisons au quotidien, comme les déodorants. Enfin, sur les réseaux sociaux, circule une étude d'Andrew Wakefield, publiée dans le prestigieux journal Lancet, qui associe l'autisme à la vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il faut savoir que cette étude a été retirée par le journal, car elle était frauduleuse. Andrew Wakefield avait tout inventé, les résultats étaient faux. Il a donc été jugé et radié de l'ordre des médecins. Il faut savoir que plusieurs autres études ont démontré le strict contraire, et elles aussi publiées dans des grands journaux comme le New England Journal of Medicine. En résumé, il n'y a aucune preuve que les vaccins de l'autisme ou la sclérose en plaques. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller les vaccins, car comme tous les médicaments, ils ont des effets secondaires potentiellement inconnus, et c'est là le rôle de la pharmacovigilance, un sujet que nous aborderons très bientôt. Vous l'aurez compris, en tant que soignant, nous vous suggérons de toujours suivre les recommandations vaccinales. Il faut par contre bien respecter les contre-indications de certains vaccins et respecter le calendrier vaccinal mis à jour sur le site du ministère de la Santé chaque année. Voilà, on espère que vous y voyez plus clair sur la vaccination. À bientôt, d'ici là, restez connectés, keep on healing, keep on rocking.